Olivier Bonfons, bonjour. Vous êtes économiste au CEPAG. C'est un centre d'éducation populaire, membre du comité pour l'abolition des dettes illégitimes et coordinateur d'un site qui s'appelle bonnenouvelle.be et qui met en avant des actions de résistance citoyenne dans un monde que vous qualifiez d'injuste. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des carottes. Et vous connaissez l'expression, les carottes sont cuites. Et voilà, et précisément, vous vous opposez à cette idée, au fatalisme. C'est ce qui ressort d'un livre que vous venez de publier, un livre collectif qui s'appelle « Il faut tuer Tina ». Dites-nous d'abord qui est Tina et est-ce que c'est un appel au crime ? Pas du tout, oui, non. Tina, c'est une expression qui au départ a été utilisée par Margaret Thatcher et puis Ronald Reagan et qui marque en fait le début du néolibéralisme, début des années 80. C'est quoi l'expression ? Ça veut dire, effectivement, c'est une expression, un acronyme en anglais qui veut dire « there is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative. Et donc, Thatcher, Reagan et puis tous les autres ont suivi en disant qu'en fait, il n'y avait pas d'autre possibilité. Il fallait libéraliser les mouvements de capitaux, déréguler la finance, diminuer le pouvoir de l'État et mettre en place toute une série de mesures néolibérales dans lesquelles on vit toujours aujourd'hui, en fait. Donc, sous-entendu, il n'y a pas d'alternative au libéralisme économique. Exactement. Bon, et vous pensez le contraire? Ah ben oui, mais je ne suis pas le seul, heureusement. Il y a des millions de personnes qui, comme moi, affirment qu'il y a des alternatives. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Quand on s'intéresse aux alternatives, on se rend compte que non seulement elles existent, mais elles sont nombreuses dans tous les domaines. La finance, les inégalités, le développement des énergies renouvelables, la démocratie. Et qu'en général, ces alternatives-là, elles sont simples, crédibles, cohérentes. Et s'il y avait de la volonté politique, elles pourraient être mises en œuvre dès aujourd'hui. En fait, c'est même mieux. C'est que quand on regarde, quand on a une vue plus globale au niveau planétaire, on se rend compte que beaucoup d'alternatives à différents niveaux, à différents endroits de la planète, à différents moments, se sont déjà mises en place et ça a donné des succès très intéressants. Quand vous dites dans votre livre que le monde est injuste, c'est à cause du libéralisme ? Ce n'est pas seulement à cause du libéralisme. Je pense qu'il faut aller à la source du problème. Et on pourrait parler alors du capitalisme. Le capitalisme, 99,9% de l'humanité vit dans le capitalisme, dans des sociétés capitalistes. Et on peut le rappeler, les valeurs de base, les moteurs du capitalisme, c'est la recherche du profit, l'égoïsme, l'individualisme, la croissance, la compétition. Et donc, si à partir du moment où on accepte que ces grandes valeurs-là ne peuvent pas résoudre les crises, non seulement elles ne peuvent pas les résoudre, mais en plus provoquent toute une série de crises et de désastres écologiques, sociaux, etc. Bien à ce moment-là, on doit admettre quelque part qu'on est révolutionnaire parce qu'il faut mettre en avant d'autres valeurs et un autre système. Comment le capitalisme provoque-t-il un désastre écologique, par exemple ? Un désastre écologique, par exemple, si on prend la question des énergies renouvelables, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, on a toutes les capacités techniques pour développer un mix énergétique au niveau belge, européen et international pour se passer complètement des énergies fossiles. Mais voilà, il faut regarder la réalité en face. Si aujourd'hui, les énergies renouvelables ne se développent pas massivement, c'est parce qu'il y a des lobbies financiers, industriels et notamment le lobby du pétrole avec les plus grandes multinationales du monde comme Exxon, Mobil, Texaco, etc. qui imposent au peuple du monde entier la poursuite de l'utilisation des énergies fossiles parce qu'ils font des profits gigantesques et ils ne sont pas du tout prêts à développer les énergies renouvelables parce que ce serait une perte gigantesque de profit pour eux. Et quand vous dites « on peut changer le monde », c'est qui on ? Il y a toute une série d'exemples que je mets en évidence dans mon bouquin où il y a des gouvernements qui ont décidé de refuser la logique néolibérale, mais s'ils l'ont fait, ce n'est pas parce que simplement ils ont eu du courage politique et des bonnes idées. C'est parce que derrière, il y avait une conscience critique collective, des mouvements sociaux puissants, autonomes, organisés, qui ont pu vraiment appuyer les gouvernements pour qu'ils osent aller et concrétiser leur courage politique pour avancer vers des mesures en faveur des populations, justement. Mais alors, Olivier Bonfons, regardez cette photo. Vous le reconnaissez bien sûr. Très bien. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, il est en quelque sorte la preuve que ce que vous préconisez ne marche pas parce que lui, il a voulu arrêter de payer la dette de la Grèce et il a dû se plier aux volontés de l'Union européenne et de l'Allemagne en particulier. Ouais, je dirais deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que la Grèce est un peu la preuve qu'on ne peut pas sortir du néolibéralisme. Moi, je dirais vraiment que c'est tout à fait faux. D'abord, je dirais que c'est l'inverse qui est vrai, c'est que la poursuite du néolibéralisme provoque la continuité du désastre en Grèce. Il suffit de regarder ce qui se passe. Et par ailleurs, je dis c'est une première expérience. Et donc, c'est très intéressant de la regarder, de comprendre les erreurs qui ont été faites
pour ne plus les reproduire quand d'autres expériences vont arriver. Et là, en fait, il y a peu de gens qui le savent, mais c'est vrai qu'il y a eu un drame qui s'est terminé en juillet 2015 avec le référendum, la population qui demande à Tsipras de ne pas se soumettre aux diktats de la Troïka et de ne pas appliquer des mesures néolibérales. Et pour finir, il trahit son peuple, il trahit la démocratie, il trahit la Constitution et il décide effectivement de prendre un costume de Premier ministre. Mais le vrai drame, en fait, commence avant. Parce que Syriza, c'est une coalition de 19 partis et quand la crise arrive en 2009-2010, il y a un mouvement social très puissant en Grèce. Il y a le printemps grec, une ébullition du mouvement social. Et là, émane toute une série de mesures très importantes. Et Syriza fait campagne avec 5 mesures prioritaires en disant « si je vais au gouvernement, voilà ce que je vais faire ». Et j'en donne 3 pour ne pas prendre trop de temps, mais la fin des politiques d'austérité, bien sûr, mais surtout la nationalisation des banques, parce qu'elles sont au cœur de la crise, et la suspension immédiate du paiement de la dette et la mise en place d'un audit. Il passe de 3 à 27%. Et là, il se rend compte, Tsipras et l'aile modérée de Syriza, parce que c'est 19 partis de la gauche qui se sont réunis, et Tsipras fait partie de l'aile modérée, il dit « on va bientôt arriver au pouvoir, on doit changer de stratégie ». Et il passe alors dans une stratégie qu'on appelle de non-confrontation, c'est-à-dire il dit « les partenaires européens sont nos partenaires et on ne veut pas de rupture ». Et donc, la nationalisation des banques, on ne peut plus en parler. L'audit de la dette et la suspension, on ne peut plus en parler. Et il dit, je vais donner des bons arguments économiques et convaincre, en fait, la Troïka, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, qu'avec mes arguments, ils vont pouvoir les entendre et annuler une partie de ma dette et permettre d'appliquer les politiques d'austérité. C'était totalement naïf. Moi, Éric Toussaint, la Commission d'audit pour la dette en Grèce, sous le contrôle du Parlement grec, a essayé pendant plusieurs mois de convaincre Alexis Tsipras que de demander gentiment, et c'est une des leçons qu'on doit tirer de l'expérience grecque, demander gentiment aux créanciers et à la Commission européenne, au FMI, de donner une annulation de dette, ça ne peut pas marcher. Il faut changer le rapport de force. Et la suspension de paiement était quelque chose de tout à fait possible et intéressant à mes yeux en tout cas. Alors, Olivier Bonfons, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Avez-vous des dettes? Alors, oui, j'en ai. Et justement, pendant toute ma vie, je me suis dit que je ne voulais jamais avoir de dettes. Et vous les remboursez? Et pour la première fois de ma vie, l'année passée, j'ai acheté une maison et donc je suis endetté à l'égard d'une banque pour les 20 prochaines années et je compte bien rembourser ça pendant 20 ans. Ce qui est important là-dessus de dire peut-être, c'est que c'est vrai que je suis membre depuis 15 ans au comité pour l'abolition des dettes illégitimes et ce qu'on dit, c'est que toute dette n'est pas mauvaise en soi. Ça dépend à qui on emprunte, dans quel objectif, etc. Et quand on analyse les dettes publiques partout sur la planète, on se rend compte que plutôt d'être un outil de développement économique, de justice sociale, c'est un outil de domination politique et un mécanisme de transfert de richesse des peuples vers les riches banquiers et créanciers. Et donc, c'est là-dessus qu'on se bat. Mais toute dette, évidemment, on peut emprunter à partir du moment où c'est pour financer des projets écologiquement soutenables, socialement durables, etc. Donc, mais oui, j'ai des dettes, malheureusement. Merci Olivier Bonfons d'être venu au Bar de l'Europe. On va s'attaquer à ces carottes. Allez, avec plaisir, Paul. Merci beaucoup.